professeur Didier Raoult. Que sait-on maintenant sur l'épidémie et les mesures de contrôle les plus efficaces? Sur l'épidémie actuellement, ce que l'on voit, c'est que, un peu proportionné à l'ampleur du dépistage généralisé, on trouve des cas avec un changement de profil des cas, puisque maintenant il s'agit presque exclusivement de sujets jeunes, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc il y a une baisse de la moyenne d'âge qui est considérable, et du coup il y a une mortalité qui est à peu près inexistante. C'est-à-dire depuis le dernier mort qu'on avait eu en juin, autour du 5 juin, il y a eu 470 cas diagnostiqués ici, sur lequel il y a un patient qui avait un très gros problème respiratoire qui est venu mourir au-delà de toute thérapeutique utilisable. Donc ça fait une mortalité qui est de l'ordre de 0,2% chez quelqu'un qui avait une espérance de vie qui était de quelques mois. Donc on peut dire que la forme actuelle, dans les circonstances dans lesquelles on est, hein, pareil, on continue à diagnostiquer les gens et les traiter, et à un niveau de gravité dans la population observée qui est une des plus basses de toutes les infections respiratoires. Donc je ne suis pas particulièrement inquiet par cette situation. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que nous avons des foyers que nous découvrons, parfois liés à ce que nous n'avions pas eu l'occasion de voir, à des contaminations par des matières fécales, dans une situation un peu exceptionnelle. Et puis ce qui apparaît, c'est que chez ces jeunes, il y a beaucoup apparaissent avoir été infectés dans des bars tardifs transformés en équivalent de boîtes de nuit, où on peut bien imaginer que la nuit passant, et les conditions dans ces bars, la distanciation sociale ne soit pas extraordinaire. Alors, pour dire la réalité, c'est reparti avec une augmentation des maladies sexuellement transmissibles, ce qui témoigne là aussi du fait que la distanciation sociale n'est pas totale. Donc, en pratique, il y a plus de cas. Il s'agit de jeunes qui, actuellement, sortent du confinement et qui trouvent le moyen de se réunir, de se rencontrer. Et donc, mais on n'est pas affolé par la situation actuelle. Concernant les mesures de prévention, il y a un travail très intéressant qui a été rapporté par le professeur Jarlier, d'ailleurs, à Paris. Vous voyez que je lis les bons travaux parisiens quand ils sont bons, et qui rapporte que parmi tous les éléments que lui a évalués pays par pays, le seul qui soit significativement associé à une diminution de la mortalité dans l'épidémie de Covid-19, c'est la précocité de mise en place des tests généralisés. Vous savez qu'en France, on a du retard. C'est plus le cas. Alors, on fait des centaines de milliers de tests par jour. C'est compliqué, mais on fait toujours beaucoup de tests. Du coup, on détecte les gens beaucoup plus tôt. Dans la vague d'épidémie que nous avons eue, nous avions entre un tiers et la moitié des gens qui rentraient directement en réanimation, donc qui n'avaient pas été diagnostiqués jusqu'à la dernière minute. Et donc, ce qui explique partie importante de la mortalité, et le fait de détecter les gens beaucoup plus tôt permettra de mieux les prendre en charge et d'éviter cet élément. La deuxième chose, c'est qu'il y a enfin ce travail espagnol qui est sorti sur les anticorps détectés chez les gens pour évaluer les populations les plus à risque, et bien sûr ça confirme que les zones urbaines sont plus contaminées que les zones non urbaines, et que deuxièmement, bien sûr, les mesures de prévention du personnel de soins sont essentielles. C'est le groupe qui est le plus touché, et le deuxième groupe qui est le plus touché, bien sûr, c'est les familles dans lesquelles il y a une personne qui est positive sans qu'on le sache, où là il y a des taux de positivité importants. Il est à noter, et c'est intéressant, que les gens qui étaient restés à la maison en télétravail sont en moyenne plus souvent positifs que les gens qui n'étaient pas confinés. Donc le confinement en soi n'a pas fait la preuve de son efficacité, au moins dans ce pays voisin. Ce qui fait la preuve de son efficacité, c'est la détection, l'isolement des gens qui sont positifs, parce que bien sûr, si dans une famille nombreuse, vous avez
un enfant positif, il peut contaminer toute la famille. Et donc, c'est important de le savoir. Donc, je pense que la politique actuelle de tests massifs est raisonnable. C'est celle que je préconisais, je crois que c'est bien. Je ne sais pas, encore une fois, le confinement est une mesure politique qui a toute une série de conséquences, y compris sur d'autres maladies, y compris sur les accidents de la route. Et donc, je ne sais pas l'évaluer. On fera les comptes à la fin de l'année de savoir s'il y a plus de morts ou moins de morts. J'en sais rien. Et il n'y a pas d'avantage dans la littérature qui soit clair, montrant que le confinement soit supérieur à l'absence de confinement, à part les regroupements denses de population en particulier. C'est certain que si on danse dans une salle en étant très nombreux, le risque de transmission de l'un à l'autre, si un positif, est très important. Voilà. Enfin, sur la thérapeutique, on commence à voir, on voit deux choses. La première, c'est que c'est rassurant, il n'y a pas que nous qui faisons des essais que je ne comprends pas. Le plus étonnant de tout, c'est l'essai anglais, Recovery, assez étrange, qui intègre officiellement des gens qui ne sont pas Covid-19 positifs et qui utilisent la cortisone pour les patients, soit au début, quand ils sont infectés avec le virus, ce qui n'est pas recommandé en maladie infectieuse depuis très longtemps, et d'ailleurs ils meurent plus, il y a 25 morts de plus. On savait qu'il ne fallait pas le faire bien avant, ça fait partie du savoir de base des soins courants. Et en revanche, dans les formes tardives, la cortisone, dans n'importe quel ouvrage de référence, est recommandée dans les formes inflammatoires de pneumonie ou de syndrome de détresse respiratoire, qui fait même partie du protocole de base du syndrome de détresse respiratoire. Et ça fait partie là aussi des soins courants. Donc ça montre que de temps en temps, les méthodologistes disjonctent et qu'ils mettent dans des protocoles qui sont contre-indiqués ou qui sont recommandés des branches qu'il faut à nouveau tester sur des médicaments qui ont des indications qui sont posées depuis plusieurs décennies. Donc c'est un des témoins de plus que dans cette maladie, beaucoup de gens ont perdu le sens médical pour le remplacer par de l'essai à tout prix. Surtout, on se demande d'ailleurs, c'est étonnant, pourquoi dans Recovery, ils n'ont pas fait un groupe avec de l'oxygène, un groupe sans oxygène, pour voir si on mourrait plus sans oxygène. Ce que moi je prédis, qu'on mourra plus sans oxygène si on a une baisse de la saturation de l'oxygène. Donc il faut faire attention. Il y a là une dérive de l'essai à tout prix à chaque fois qu'il y a une nouvelle maladie. On faisait de la médecine avant de faire des essais thérapeutiques. La plupart des domaines de maladies infectieuses ont été établis sans essais randomisés. On ne se voit pas se mettre à retraiter, à faire des effets randomisés avec la pénicilline pour le traitement des pneumonies à pneumocoque versus placebo. Donc le placebo dans ces conditions, compte tenu du dernier travail de méta-analyse qui a été fait par le British Medical Journal, qui montre qu'il y a un raccourcissement des symptômes au cours de la maladie en prenant toutes les études randomisées de 4 jours et demi avec l'hydroxychloroquine qui est supérieur à celui de tous les autres médicaments testés. Donc petit à petit, la vérité va se faire jour, comme c'était prévisible. Il faut simplement avoir un peu de temps pour assumer la vague d'hostilité à un médicament efficace, pas cher et ancien. Et puis nous verrons bien, mais le nombre de papiers s'accumule sur ce domaine et la réalité va très rapidement transparaître, d'autant qu'on voit que le Remdesivir est inefficace et que tous les autres produits proposés jusqu'à présent sont tous inefficaces. Le seul sur lequel il y a encore un débat d'efficacité, c'est l'hydroxychloroquine. Et bizarrement, cette chose qui est probablement le plus grand scandale scientifique du XXIe siècle, qui est la publication par une bande de pieds nickelés de papier dans les meilleurs journaux du monde, semble avoir été oubliée, alors que si ça a été publié, c'est parce que les gens cherchaient par n'importe quel moment, par n'importe quel moyen, à démontrer quelque chose qui est tout à fait invraisemblable, que l'hydroxychloroquine tuait 9 à 10% des gens à qui on le donnait. Donc il y a tant que ce phénomène n'aura pas été analysé jusqu'où il doit l'être, c'est-à-dire comment un truc qui est aussi étonnant que la vente de la Tour Eiffel à un individu privé, c'est complètement délirant, comment ces choses-là ont pu être publiées dans les meilleurs journaux du monde,
juste en disant oh, c'est une erreur. C'est pas une erreur et c'est passé quelque chose qui est exceptionnel. Ça n'est jamais arrivé que Lancet soit amené à rétracter en quelques semaines un papier en même temps que le New England Journal of Medicine de choses qui n'auraient pas pu échapper à un étudiant. Donc il y a un véritable phénomène de la qualité de l'analyse qui maintenant a été remplacé par l'idéologie. Et ce phénomène de l'hydroxychloroquine est devenu, à la plus grande surprise, un sujet clivant entre différents groupes et non pas un médicament d'usage banal pour lequel j'ai demandé officiellement, cette fois-là, au directeur de l'ANSM de faire une RTU, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser pour la prise en charge du Covid, l'hydroxychloroquine aux doses auxquelles nous le proposons, nous, pas toutes les doses, comme cette chose n'est pas contrôlée, on voit dans la littérature toutes les doses possibles et inimaginables, et c'est dangereux, c'est beaucoup plus dangereux que de réguler ça, en disant voilà la dose qui est utilisable, le temps pendant lequel on peut l'utiliser, voilà les examens qu'il faut faire pour être sûr que l'on n'aura aucun problème, de façon à avoir des résultats qui soient comparables aux nôtres, c'est-à-dire que actuellement pour tous les gens qui ont été protocolisés avec hydroxychloroquine et azithromycine, on a une mortalité qui est de 0,5%, et que donc pour pouvoir obtenir des résultats de cette nature-là, eh bien, il faut encadrer les prescriptions, il faut utiliser la même dose pendant le même temps, et dans ces conditions, on voit mal comment on pourrait utiliser le remdesivir qui est toxique, qui donne des insuffisances rénales, qui est inefficace dans les travaux qui ont été réalisés. On attend avec impatience les résultats de l'essai français, Discovery, on verra bien. Mais globalement, je crois qu'il faut revenir à beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Il faut soigner les malades, regarder ce qui marche, ce qui n'est pas dangereux, sortir de cette espèce d'excitation et de clivage, et de faire de tout une histoire qui est politique, qui est sensationnaliste, pour revenir à la pratique du soin avec des médicaments qui sont bien connus et qui ne posent pas de problème.